عليكم، مرحبا بكم اعزائنا المشاهدين في حصتكم اللي تجيكم خطره في الاسبوع على ديما تي في عبر اليوتيوب، واللي هي ديما معكم الحصه اللي كي نلحقوا نديروها، كي ما نلحقوش ما تلوموناش خاوتنا. اليوم رايحين نهضروا على فيلم اللي هضروا عليه خرج عليه حكاو اي سي بيانتو لا سورتي دو سو فيلم، ان فيلم اللي انا رحت تفرجت وعجبني بزاف مي سا فو فوز ان فوتي على بالي بيسكو راكم حابين تروحوا انتم ثاني تشوفوه اي فو فيت فوتر بروبر ايدي. En tous les cas, اليوم pour pouvoir parler de ce film-là, de cette aventure autour de ce film, nous recevons le réalisateur, la réalisatrice, les co-réalisateurs, l'actrice principale aussi avec nous, donc Adila Bendimrad. Marhaba bek Adila, c'est un plaisir. Je commence toujours par les femmes. Bien sûr. Donc toi, tu étais actrice principale du film, tu as joué le rôle principal, tu as contribué aussi dans l'écriture et la réalisation, mais on doit la réalisation du film à Damien Honouri, ici présent. Marhaba bek Damien, c'est un plaisir de te recevoir. Merci, Je de même. Pas, hein. On lui doit à lui ou à toi Aux deux, mais sur le plateau, c'est le réalisateur. C'est le réalisateur, c'est lui le réalisateur. Sûr. Alors, on va parler de la dernière reine, El Akhira, l'histoire qui se déroule dans Alger, la cité avant l'arrivée des Ottomans. On est dans le XVIe siècle, dans les années 1500. Oui. 1516, exactement. Très exactement. Alors, première question, est-ce que c'est un film historique? Oui et non, c'est parce que c'est un film avant tout. Et donc, c'est un film historique dans le sens où on est parti dans une époque et on a fait énormément de recherches et qu'on a quand même essayé de restituer des faits historiques. Voilà. Mais comme beaucoup de romans ou de films, on prend aussi des personnages pour nous permettre de plonger dans cette époque. Mais il y a la question de Zafira, qui est un personnage, comme je le dis, qui a un patrimoine immatériel, puisque depuis le XVIIe siècle, les chroniqueurs, les historiens, les poètes, qu'ils soient algériens, espagnols, français, hollandais, parlent d'elle. Et certains disent qu'elle a existé, d'autres disent non, elle n'a pas pu exister. Et ce débat continue jusqu'à maintenant. Donc nous, ça a été très intéressant pour nous de prendre ce personnage qui a traversé les époques et qui a un peu questionné, qui a un peu été au cœur d'un débat tumultueux jusqu'à maintenant. Et puis de toute façon, l'histoire des femmes dans le monde, à part les reines d'Angleterre, n'est jamais rapportée de façon directe. Donc on a profité de ce personnage entre mi-légende et mi-réalité. Mais de toute façon, même Aroj, dans sa vie, il est presque... Sa vie est véritable, mais son bras en argent, on se dit, c'est une légende ou une réalité? Donc, voilà, Bioman, premier bioman. Premier bioman algérien. Ah non, il était turc. Il était turc. Non, il n'était pas turc. Ah bon non. Ah bon, non, tiens, ouais. on en apprend encore. Non, Harouj est né sur une île qui correspond à l'actuelle Grèce. Oui. Il a des origines possiblement albanaises. Notre ami historien nous parlait aussi peut-être d'origine andalouse par sa maman. C'est juste que cette île de Grèce faisait partie de l'Empire ottoman depuis quelques décennies. Donc de fait, Harouj est musulman. Mais après, réellement, quand on connaît son parcours, sa vie, l'endroit où il a voulu s'installer et qui se sentait chez lui, c'était Alger. Donc c'est pour ça qu'elle dit qu'il est algérien. Oui, il est algérien. Non, d'ailleurs, les Turcs ont fait un film, je crois, sur lui, là, dernièrement, mais ils n'ont pas du tout parlé de l'Algérie. Oui. Ils n'ont pas parlé d'Alger. Et c'est vrai que pour nous, en tout cas, Harouj sans Alger, c'est quand même... sans l'Algérie, puisqu'il meurt à Tlemcen, et il veut faire un khalifa, il veut faire un sultanat, parce qu'il est indépendant de l'Empire ottoman quand il arrive. On l'appelle Baba Harouj parce qu'il a sauvé beaucoup de musulmans, et de juifs d'ailleurs aussi, qui partaient de l'Espagne, mais c'était vraiment le père des musulmans, c'était le sauveur. Et du coup, à Alger, il dit, moi je veux faire mon sultanat et je veux faire mon khalifa à Alger. Et là, l'Empire ottoman lui dit, attention, attention. Après, bon, c'est une autre histoire. Voilà, non, mais l'Empire ottoman viendra après, avec son petit frère Erdine. L'Empire arrive après le film, quand même. Hein. Harouj, quand il devient maître d'Alger, il fait frapper monnaie à son effigie. Tout à fait. Il devient maître d'Alger réellement et il ne dépend plus de la Sublime Porte, entre guillemets, qui ne s'appelait pas Sublime Porte à cette époque-là. Qu'est-ce qui a fait braquer les Lumières sur cette histoire? Est-ce qu'elle avait l'habitude de parler de cette histoire? Est-ce que vous êtes tombé d'un commun accord sur un livre et vous vous êtes intéressé à l'histoire? Comment ça s'est fait? Ça vient d'Adila.
Adila m'a raconté cette légende. J'imagine on devait se promener dans Alger, dans la Casbah. Et elle m'a parlé de cette légende de Zafira. Et du coup, pour moi, dès qu'il y a le mot légende, en termes de cinéma, ça foisonne dans ma tête. Parce que ça veut dire, si c'est une légende, si elle n'a pas existé, on a eu le besoin de l'inventer. Et si elle a existé, on a peut-être eu le besoin de l'effacer. Ou de sublimer un peu plus l'histoire. Ouais. Et du coup, en termes d'imaginaire, ça permet vraiment énormément de possibilités. Le cinéma, c'est un peu un art magique. On peut raconter ce qu'on veut. On peut arriver avec les effets spéciaux à faire aussi des choses assez incroyables. Et du coup, c'était un vrai désir de cinéma. Et dès qu'elle m'a parlé d'un Alger foisonnant, avec plein de nationalités, un quartier hollandais, un quartier anglais, des corsaires qui venaient de toute la Méditerranée, d'Europe de l'Est, des Scandinaves, et Barberousse, Baba Rouge, bras en argent, super conquérant. Moi, j'étais comme un gamin. J'ai dit ça, je veux le voir sur un grand écran. Donc, c'est venu de là. Parce qu'elle voulait en faire une pièce de théâtre et je lui ai dit non, ça c'est pour le cinéma. Ça va peut-être être dur à faire, mais il faut en faire un film. Ça aurait été plus simple, une pièce de théâtre. Les acteurs. Bon, j'avais trop cherché les difficultés. C'est deux disciplines complètement différentes. Ça peut paraître plus simple, mais il y a plus de construction dans le texte, dans la mise en scène, dans le jeu, que le cinéma permet un petit peu de condenser grâce à l'image, à l'effet qu'on peut jouer par la sémiologie de l'image, mais en même temps, le travail cinématographique, les costumes aussi, c'est beaucoup de boulot. Donc, c'est deux disciplines complètement différentes. L'idée, c'était de faire une pièce théâtrale, ça finit en film. Nous, ce qui nous intéresse dans tout ça, c'est que le projet existe. Il est sorti. On a eu droit à plein d'avant-premières, à des avant-avant-premières, à des petites surprises un petit peu partout. Rien que cette semaine, vous avez fait l'ouverture du panorama du cinéma du Maghreb et du Moyen-Orient. Et en plus, vous avez fait encore une projection à l'Institut du monde arabe, parallèlement à la participation à l'ouverture du panorama du cinéma du Maghreb. Et puis, il y a à Noisy-le-Sec, lors du festival du film franco-arabe, il y a eu aussi une projection exceptionnelle du film, parallèlement à tout ce qui était proposé. À chaque fois, c'est l'occasion d'aller à la rencontre un petit peu du public. La sortie, ça y est, maintenant c'est officiel, on le sait, ça sera pour le 19 avril. C'est ça, Et avant la sortie du film, qu'est-ce qu'on a? On a une bande-annonce, histoire de vous donner envie d'aller voir ce film. Bande-annonce, la régie. الاسبانيول محاوطيننا لازم لنا وقت كبير باش نتسلحوا كامل يسمعوا لك ربي يسهل سليم لازم نعيطوا العروج ما كان حتى حل آخر حررتنا سليم أذكر راني هنا سليم سليم كاين خاين وحنا اللي نلقاوه وحنا اللي نعاقبوه مش حاب يقتلونا لازم نروح نتخباو راح نديروا العكس ولادي مش حزورة Nous Américains va pas comme quand ça mérite comme été ben يكسي نتوتكا وتهدن سفيرة ما كان لنا لنتي تمسروين الجزائر سليم كان خويا أنا ما نقدرش خويا إذا ماشي انت المجرم بلا لقاح أنا عم يحيى التعلمي مسكين ما سمعت أنا هنك صنامي سيدي يكون الأصول التلميذ أنا معاك عندي مولاي واحد يسمعوا كلامي كما يسمعوا للسلطان
Coming soon, خلاص, ça y est, le son il est là. Ça sera le 19 avril prochain. C'est plus le coming soon, c'est dans les salles. Très bientôt, Inch'Allah, en tous les cas. Encore une fois, les choux, j'ai eu la chance de rien qu'à regarder la bande-annonce. Alors, par où commencer et qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce qu'on vient de voir? D'abord, bon, des scènes avec des combats épiques. Là, on en a vu. Des costumes juste féeriques. Des décors qui nous plongent directement dans l'ambiance de l'époque. Je ne parle pas de l'image, de la qualité. C'est encore, on est dans autre chose. C'est une approche complètement différente de ce qu'on a l'habitude de voir sur des films qui traitent d'un sujet historique pour nous, Algériens en tous les cas. Why? Pourquoi? Pourquoi? Ben, pour répondre franchement, je crois que c'est vraiment la soif de voir l'Algérie, voir notre histoire. La soif, le besoin, la nécessité. Parce que c'est pas normal que les pays arabes, africains n'aient pas de films d'époque. On en a très peu, il y en a à la télé, mais des films de cinéma d'époque, comme si on était un petit peu bloqué dans les problèmes d'aujourd'hui ou dans les films sur le colonialisme, qui sont importants, qu'il faut faire. Alors vraiment, moi j'en ai fait, je les défends et c'est normal, mais on a une profondeur culturelle. Et ce qui a rendu ça possible, je pense que c'est vraiment au niveau de toute l'équipe, nous et notre équipe, c'est l'amour. En fait, c'est aussi l'amour de notre pays, de notre ville, Alger, parce qu'elle nous inspire et qu'on a envie de la refaire renaître, parce qu'elle a quand même été beaucoup martyrisée, effacée par le colonialisme. Effacée, on ne peut pas se contenter constamment de cet effacement et de ce trou noir, en fait. On n'a pas où s'appuyer. Et puis, un autre amour, c'est celui du cinéma. Voilà. Nous, on a envie de faire des scènes de mise en scène, d'avoir des figurants. On s'est investi à fond, et tous, dans les scènes de combat. Comment fabriquer des scènes de combat quand on n'est pas à Hollywood? Samir Haddadi est venu. Dali, qui venait de tourner James Bond, est arrivé pour aider aussi. Damien, moi, on s'y est tous mis, en fait, pour chorégraphier ces corps qui se battent. Et on s'est dit, comment on va faire? On s'est dit, Alger, là, ça fait 4 ans qu'ils sont asphyxiés par les Espagnols. Ils sont beaucoup moins nombreux que les Espagnols. C'est la survie. Battez-vous, les gars. C'était ça, le truc dans le champ de bataille. Et ça me rappelle notre combat à nous. On s'est battu pour faire revivre Alger. Tu as quelque chose à ajouter après ça? Difficile, hein. Ça va être difficile. Mais après, non, je dirais juste qu'on n'est pas du genre à faire les choses à moitié. Quand on se lance dans quelque chose, on pousse à fond. Et du coup, c'est aussi le cas pour le professionnalisme. Un film, il y a tous ces départements. Tu citais les costumes, la déco, la mise en scène, les comédiens. Et du coup, ça prend des années à se fabriquer. Et par manque de référents, de films d'époque, alors que c'est de la fiction qu'on aurait pu passer rapidement sur les costumes, parce que ce n'est pas un film historique à proprement dit, on s'est dit quand même ça risque de devenir une sorte de référence, même si le film est mauvais, sur lesquels des générations futures pourraient s'appuyer. Donc on va pousser le détail au maximum. On va essayer de trouver, mais quels étaient les types de boucliers qu'on avait à l'époque, quel type d'armes, les costumes, combien il y avait de couches de tissu, et quelles étaient même les couleurs. On a poussé le détail jusqu'aux couleurs des costumes, c'est-à-dire quels étaient les pigments qui étaient à disposition à l'époque à Alger. Donc ça, on a trouvé les échanges commerciaux, et ça a permis aussi d'établir un peu la palette chromatique des costumes. Sur les décors, on a travaillé avec Faël Gasmi ici à Rennes, qui est architecte designer, et fait aussi énormément de recherches pour trouver comment on s'éclairait, comment on se chauffait à l'époque, dans quoi on dormait, et jusqu'à qu'est-ce qu'on mangeait. C'est un peu périphérique dans le film, mais dans les scènes, des fois, il y a de la nourriture, et vraiment, on a poussé ces détails-là, ou quels fruits il y a aux arbres. Des fois, il y a des vrais fruits dans le film, et des fois, c'est des faux fruits qu'on a ajoutés dans le patio, par exemple. On a poussé ce détail, tous ces détails, parce que c'est un peu... pour moi, je dirais qu'on doit ça un petit peu aussi à l'Algérie. Quand on va dans cette période, on va essayer de la faire vraiment ressurgir.
et offrir ça aux spectateurs. Alors, la grande question qui suit autour de ce sujet particulièrement, c'est quelles sont les sources dont vous vous êtes servi justement pour pouvoir pousser le détail, travailler le détail, parce qu'on ne se rend pas compte sur la bande-annonce. Mais au niveau des costumes, par exemple, rien que pour la cour du roi d'Alger, on a au moins 3 types de costumes différents, parce qu'il y a le costume de la famille royale, les costumes de la garde royale, et puis il y a différents costumes faisant partie des gens du conseil en fonction de sa fonction ou de la tribu de laquelle il vient ou de la place qu'il occupe. Donc les tenues sont très différentes. Et je m'intéresse beaucoup à cette période-là. Et on sait pertinemment qu'en termes de sources historiques, il y a bien sûr un foisonnement de sources quand il s'agit des histoires officielles, quel que soit le pays, quelle que soit l'histoire officielle qu'on veut vendre, hein, mais il y a toujours plein de sources. Et dès qu'on va un peu creuser l'autre versant du miroir, là, il y a des sources, mais elles ne sont pas aussi largement diffusées. Exactement. Comment vous avez réussi à trouver les sources nécessaires à un travail comme celui-là? Alors, je pense que déjà pour les costumes, la première source, c'était Leila Belkhaïd et on n'avait pas le choix. Elle était incontournable. C'est une anthropologue du vêtement, c'est une femme brillante et c'est la spécialiste du costume algérois. C'est elle qui a fait rentrer Chedda au patrimoine de l'UNESCO. Mais Chedda, c'est pas que Chedda. C'est-à-dire qu'il y a tout un livre avec tous les costumes, même Chaoui, algérois, de l'Oranie, constantinois, berbère, tous ces costumes, comment ils ont fabriqué cette Chedda. Parce qu'on oublie, hein, Tlemcen est berbère aussi. Oui, on a tendance à l'oublier. Les traces j'en parle parce que je connais bien ce costume. Et donc on s'est dit, mais il faut qu'on rencontre cette femme, mais elle est à New York, elle est dans un... Non mais ça doit être une grosse star. Et puis elle arrive, elle est toute jeune. On tombe des nues. On lui dit, mais tu as écrit ton livre à quel âge? Elle avait 25 ans. Et c'était en réponse, en fait, elle faisait ses études en Italie. Et c'était en réponse au terrorisme. Elle disait, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Elle était tellement abattue. Et à 25 ans, voilà le génie algérien. Et en même temps, parce que parfois notre pays passe par des périodes tellement difficiles qu'on se sent presque fini, quoi. Et en fait, on va puiser dans les ressources pour sortir le meilleur. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc à ce moment-là, elle était directrice de la Parsons School à Paris. Donc on a pu la rencontrer, je crois qu'elle l'est toujours. Et c'est Leila qui nous a vraiment commencé à nous accompagner et qui nous a nourris. On est partis ensemble à l'atelier Ferrani en Italie, et l'atelier Ferrani qui a fait les costumes de Pasolini, de Fellini, et ils avaient son livre. Et ils disaient, nous on connaît cette dame, on lit. Elle dit, mais c'est moi. Et ils ne voulaient pas la croire, c'est trop jeune. Comment vous êtes... Et donc, elle nous a beaucoup nourris. Ensuite, on est rentré à Alger et maintenant, il fallait fabriquer. Donc ça, c'est encore une autre... Et là, on a fait appel à Jean-Marc Myrté, notre algéro-bougiote, complètement un grand artiste de cinéma, notre chef costumier. Et donc, on a commencé à, nous aussi, le nourrir. Lui, il connaissait bien sûr le travail de Leila. Et on a commencé à chercher ce qui était faisable, comment faire beaucoup de costumes avec très peu de moyens, parce que c'est un film low budget pour un film d'époque, hein, ça ne se voit pas, tant mieux. Vous êtes producteur déjà, essentiellement. On est producteur, oui, parce que... quelques coproducteurs avec vous, et vous avez porté le projet. Ah oui, le film est majoritairement algérien, en production, ce qui est rare aussi, parce que bon, quand on fait du cinéma dans le monde, c'est pas que les Algériens. On a des producteurs dans le monde entier, parce que c'est aussi une industrie, ce cinéma, et le but, c'est qu'il aille dans le monde. Donc, comment arriver à faire, parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, mais aussi, il faut que ce soit beau. Et donc, là, Jean-Marc a fait appel à tout son génie, encore une fois. Et il y a eu des adaptations pour les besoins de cinéma. C'est-à-dire, quand même, malgré tout, c'est un film de cinéma. Si un cafetan est fermé et que le mouvement n'est pas très beau, on va l'ouvrir. Même s'il ne correspond pas exactement à l'époque, ça reste du cinéma et on s'est donné ce droit-là pour la beauté. Parce que ce qu'on cherche aussi, c'est la beauté. Voilà, donc vraiment, Leila, Jean-Marc et toute l'équipe costume, ils nous ont fait des merveilles. Mais après, il y avait pour le cinéma cette envie de variété aussi, d'apporter la richesse, les petites différences Donc il y a par rapport aux régions, quand ils vont venir plus de Kabylie, c'est un type de costume, plus de la Mitidja d'un autre, plus de l'Oranie.
Dans les conseillers, on crée aussi des costumes par rapport aux personnalités des personnages. C'est-à-dire qui est plus, on va dire, la jet set de l'époque, qui va aller dans un raffinement plus poussé, plus avant-gardiste, plus bling-bling. L'autre est plus austère, donc ce sera beaucoup moins, il y aura moins de parures. Donc on a été sur ces choses-là et oui, c'est un trait qu'on a fait un peu partout parce qu'à l'image, c'est ça qui fait la différence. On savait aussi que malgré des scènes avec des figurants, on n'aurait pas 10 000 scènes comme ça. Et du coup, c'est ça qui va créer cette sensation de nombre aussi, c'est d'avoir de la particularité. Et par exemple, quand je disais à Jean-Marc, mais comment tu comptes habiller les figurants? Peut-être qu'on n'a pas besoin d'autant de détails. Heureusement que lui a l'expérience des films d'époque, heureusement que c'est un grand chef costumier. Il m'a dit, il ne faut surtout pas négliger la figuration. C'est là où il va falloir balancer beaucoup de détails, parce qu'à l'image, donc on a beaucoup appris de notre équipe aussi. Et il y a aussi Flial Issiacham Gasmi, qui en fait, c'est son premier film, notre chef déco, notre directrice artistique. Elle n'est pas du cinéma. Donc elle a tout appris, et elle nous a tout appris. Et ce qu'elle a fait, c'est un exploit aussi. C'est comme je vous ai dit, les scènes de combat. Bah toi, il va falloir qu'on sauve Alger. Et elle s'est battue comme ça. Et elle est incroyable, cette femme. Hein. Son premier film, c'est les décors du film, quoi. Ce gros enjeu de la déco, le colonialisme a effacé vraiment beaucoup de traces. 80% d'Alger, de nos palais. Et comme disait Adila, il nous reste quelques palais secondaires. On aurait pu tourner en studio par facilité. De cinéma, mais ça nous tenait à cœur de tourner dans les décors réels. Moi aussi, ça me rassurait de tourner dans des décors réels parce que j'arrive, on va dire, à sentir un peu l'âme des lieux. Parce que ce côté un peu film d'époque, attention, ça pourrait être kitsch ou sembler un peu fake, et tourner dans des vrais décors, il y a quelque chose où des gens en arrivent, il y a une atmosphère qui aide. Et après, ce gros challenge, c'est-à-dire que tous ces restes de palais qu'on a à Alger ou en Algérie, souvent ils sont très nus. Oui. Il n'y a pas la végétation, les objets. Donc le challenge était de trouver, et ce qu'on a fait avec Féal, c'est comment on vivait là-dedans en fait. Comment on fait circuler la vie, où est-ce qu'on dort, où est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on attend, où est-ce qu'on se relaxe. Et ça a été ça, ce travail-là, de retravailler les espaces et les habiter. C'est énormément de travail, on ne se rend pas compte. Hein. Oui. D'ailleurs, Flial... C'est des heures, oui, c'est des années. C'est des années, oui, c'est ça. Et Flial a revégétalisé. Une fois, elle est partie, je crois que c'est la pépinière étatique. Oui. Qu'on les remercie d'ailleurs, parce qu'elle est partie les voir. Et elle a sensibilisé l'équipe, le directeur, il lui a dit à fond. Et elle est arrivée avec 2 camions d'arbres et de plantes. Et elle a refait les jardins. Oui, elle a refait les jardins CGV, de la Villa Abdeltaïf. Elle a revégétalisé. Oui, ça a été tourné à la Villa Abdeltaïf. Oui. Ça. Essentiellement, c'est un... non. Au réel, si tu veux que je liste. Oui. Donc il y a la moitié du tournage à Tlemcen et la moitié à Alger. D'accord. On a pris cette décision de Tlemcen puisqu'il y a eu cette restauration formidable du palais du Méchoir. Oui. Donc architecture zianide. À côté de ce palais, il y a la mosquée du Méchoir aussi, qui est un site unique. On a aussi tourné dans la grande mosquée de Tlemcen, puisqu'en termes d'architecture, c'est une des plus anciennes d'Algérie, mais elle se rapproche beaucoup de la grande mosquée d'Alger. Tout à fait. Et elle est plus... il y a du monde, mais pas autant qu'à Alger. En termes de circulation, c'est plus simple à gérer pour un tournage. Ça, c'est pour les lieux de Tlemcen. Sidi Boumedienne aussi. Et c'est la porte de Sidi Boumedienne, et puis tous les alentours du mausolée, les petites ruelles. On est monté jusqu'à la Lastie. Pour tout ce qui est bataille, je me suis accordé l'erreur historique de ne pas tourner sur des plages d'Alger. Oui. Parce que maintenant, l'urbanisme a fait qu'il faut aller plus très, de béton très loin. Que de sable. Il faut aller plus après, même encore après Cherchel, pour vraiment retrouver des plages. Et ces plages de la wilaya de Tlemcen sont assez incroyables pour moi en termes de rochers, de nature, de dimensions un peu épiques, je dirais un peu. Ça allait décupler un peu la force des personnages. Et à Alger, c'est un vrai puzzle. La Villa Adeptif, le Bastion 23, le palais Mustapha Pacha, au bas de la Casbah, la citadelle d'Alger, les souterrains de la place des Martyrs. Non. Et ça, pour la première fois. Aussi, vous avez accédé aux souterrains? Oui, c'était la wilaya d'Alger nous a accordé, on la remercie, c'était juste un cadeau pour le film et pour le public, du coup, qui découvre les souterrains d'Alger. Il y a eu l'OGOBC aussi, la direction du patrimoine.
qu'on a dû sensibiliser ici aussi et qui se sont prêtés au jeu, qui nous ont laissé ces espaces. Voilà. Et l'Arc. Et c'est vrai que tous les souterrains de la place des Martyrs, c'est vraiment, a priori, les souterrains du palais de la Djenina. Donc les souterrains authentiques du palais royal dont on parle dans le film et qui malheureusement n'existe plus. Oui, parce qu'il a été rasé à l'époque du... C'était la première chose que l'Empire colonial a rasé. Oui, toute la Basse-Casbah. C'est un symbole de pouvoir. C'était un symbole de pouvoir. Puis, il y a aussi une anecdote, entre guillemets, pour la petite histoire. L'ambassade des États-Unis, la résidence de l'ambassadeur des États-Unis, est un palais de commerçants qui a été reconstruit en hauteur d'Alger par l'épouse d'un commerçant anglais qui était basé à Alger. Donc son épouse, lors de la destruction de la Basse-Casbah, avait récupéré le palais pierre par pierre et l'a fait remonter, reconstruire, là où se situe aujourd'hui l'ambassade des États-Unis, donc la résidence de l'ambassadeur. C'est vraiment un petit palais qui sert de résidence à l'ambassadeur des États-Unis ici, à Alger. Et donc pour la petite histoire, ça a été un palais qui a été sauvé de la destruction par l'épouse d'un riche commerçant anglais qui l'a fait reconstruire sur les hauteurs d'Alger au niveau d'Hydra. Ouais, bah alors vous imaginez tout ce qu'on a perdu. Tout à fait. Tout le vieux port, tous les quartiers, tous les quartiers de la Basse-Casbah qui sont aujourd'hui maintenant. Bon, c'est là, c'est aussi une belle architecture. C'est là, c'est Alger aussi. Oui, on ne va pas refaire l'histoire. Une belle façade à Alger, on ne va pas refaire l'histoire. Oui, bien sûr. Mais voilà, c'est pour un petit peu mettre le doigt sur cette difficulté de reproduire l'ambiance de l'époque, sachant que les sources sont rares, que les sites ont quasiment disparu pour certains lieux. C'est pour ça que c'est très intéressant de savoir. Donc il y a eu plein d'endroits. La plage, c'était à Tlemcen. Moi, je me suis dit, c'était pas Bdjaya, la plage. J'ai reconnu que c'était pas Bdjaya. La bataille de Bdjaya, c'était pas Bdjaya. Après, je me disais, non, peut-être qu'il y a un spot que je connais pas, Bdjaya. Parce que tu connais, mais en tout cas, sur l'endroit où on situe, ça fonctionne. Oui, bien sûr. On est sur une nature quand même assez somptueuse et spectaculaire et qui fonctionne avec la géographie de Béjaïa. Après, c'est des questions de logistique. Bouger une équipe pour un jour en Kabylie, puis revenir à Tlemcen et aller ailleurs, c'est... Ah oui, non, c'est impossible. À un moment, on préfère gagner des jours de tournage à filmer plutôt qu'à voyager. Ça vous a pris combien de temps au total, le projet, entre le premier moment où vous vous dites on se met à l'écriture et où le premier tour de manivelle a lieu? Le premier coup de crayon, c'est 2014, quand on commence le scénario. On fait Kindle. On fait Kindle en 2015 à 2016. Une année, on ne travaille pas dessus. On a repris en 2017, vraiment. Le projet s'est relancé vraiment en 2017. En financement. En financement, mais aussi en écriture. C'est-à-dire que c'était la première version. Bon, après, c'est comme dans tous les scénarios. Et là, il n'y a pas assez de suspense. Là, voilà, c'est toute la cuisine. Mais 2017, on a vraiment lancé... Et 2019, la prépa concrète, où on lance les costumes et la déco. Et on lance un premier tournage. On comptait tourner une première moitié du film en 2020. On a lancé en mars 2020, je crois le 13, juste avant. Et le 15, on a décidé d'arrêter. Et le 18, je crois que tout a fermé, ou 17. Et là, on est reparti, temps de Covid, dans le désert. Bah oui, on est reparti, c'était le désert, enfin c'est une métaphore. C'est une métaphore. C'est-à-dire que, bon déjà le monde entier ne comprenait pas ce qui se passait avec le Covid. Mais alors nous, on était en prépa d'un film qu'on préparait depuis des années avec nos tripes. Et on nous disait, il y a le Covid, et nous on disait, ah oui. Alors, donc pour ce plan, on n'était pas dedans du tout. Et à un moment, on commence à avoir des appels de nos partenaires, des acteurs qui étaient coincés à l'étranger, et on nous disait, il se passe quelque chose de grave dans le monde. Il va falloir prendre une décision. Et donc, j'ai dit à Damien, on arrête. Et à l'équipe mise en scène, il me regardait, il ne comprenait pas. Je disais, on arrête. Et il se tournait et disait, alors demain, va falloir... Je dis, mais Spran, mais il ne m'entend pas ou quoi? Et puis, on a passé toute la nuit à faire des recherches. Et Damien, en fait, a compris qu'il y avait un truc grave qui se passait. On n'avait rien des autorités à Tlemcen, ils ne nous disaient pas encore. Et puis on a décidé d'arrêter, et puis les autorités sont venues nous voir. Ils disaient, on allait venir vous dire d'arrêter parce que vous avez bien fait. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'était la fin du monde, c'était l'apocalypse, l'akhira. Mais pas l'akhira, l'akhira. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et puis on s'est dit, bah, ce film ne va jamais se faire.
parce que c'est une grosse perte d'argent, déjà qu'on n'en avait pas. Ouais, on avait des manques, mais avec les images après, dans le cinéma, on arrive toujours un peu à rééquilibrer les choses. Mais c'est vrai que là, arrêter un tournage, c'est catastrophique en termes de prod, puisque toute la prépa d'avant, qui comprend beaucoup de logistique, de réservation, tout ça, il faudra la refaire. Donc le concret, ce qui est fabriqué, on ne le perd pas, mais toute l'organisationnel, c'est des équipes. Et on ne se rend pas compte, hein, pour un film d'1h30, la partie prépa, oui, parce que c'est énormément de travail, c'est énormément de temps qu'on passe à la prépa, bien avant le tournage, bien avant le casting aussi. Hein, oui, bien avant, bien sûr. Et bon, après, vous vous êtes servi d'une partie des costumes pour la pièce théâtrale destinée aux enfants. La pièce de théâtre, je pense qu'on était tellement au fond du gouffre et on ne respirait plus et on s'est dit, tiens, quand tout va réouvrir, à l'Otaraq, il faut qu'on bouge parce que là, c'est la fin, là, je ne sais pas ce qui se passe. Et je lui dis, tu vois, ces costumes de film, tout ce travail, on ne va peut-être pas s'en servir parce que le film, il ne va pas se faire. Je lui dis, on va les utiliser pour la pièce. Et puis, on va juste jouer sans se poser de questions. D'ailleurs, vous avez vu la pièce. Hein. On bouge dans tous les sens. On dirait qu'on sort de prison. C'était les cascades, les machins. Et puis, à un moment, c'est vrai que j'ai pris la veste en cuir de Zafira dans la scène où elle est déguisée. Je prends la veste en cuir. Je lui dis, c'est bien, je vais la patiner. Je vais la faire vivre un peu comme ça, elle sera bien pour le film. Et tout à l'heure, il me dit, ah, tu vois, le film, il va reprendre, tu y crois. Je dis, laisse-moi tranquille. Et on a fait cette pièce de théâtre avec les éléments du film. On a même créé une scène avec des corsaires. Et puis ensuite, quand on est revenu au film, où Damien et moi, on faisait le découpage ensemble, et je lui disais, mais on va reprendre ça de la pièce. Il me disait, ah oui, mais... Voilà. Oui, c'était la chanson, donc on l'a reprise, on l'a mise dans la bouche des enfants. On a repris la tour où je joue Sultan Tijnoun dans la pièce, et on l'a reprise, on l'a donnée à notre super comédienne Annabelle, qui parle en espagnol dans la fête des corsaires. Ceci inspire cela, ceci nourrit cela. C'est un chemin de vie. Hein. Oui, tout se nourrit en fait. C'est-à-dire que même dans le film final, il y a d'autres histoires de films qu'on n'a pas fait, qu'on aurait voulu faire à un moment, mais finalement, tout ça se transforme et communique. On ne reste pas figé. Bon, quand il y a des difficultés, il ne faut pas forcément tout le temps cogner la tête contre le mur, mais plutôt essayer de faire des détours et essayer de continuer le chemin. Finalement, un film, c'est comme la règle de base en physique. Hein. Rien ne se perd, rien ne se crée, et tout se recycle. Finalement, tout se transforme. L'énergie continue. Exactement. À se transformer. Et le film, donc, on a repris fin 2021, c'est-à-dire 1 an et demi après l'arrêt du 2020. Et forcément, il s'est transformé, il a grossi, il s'est nourri. Et quelque part, nous, on avait pu aussi faire, on va dire, une répétition générale. Déjà tourné dans cette chambre de Zafira. Et puis là, j'ai pu voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Et là, du coup, on est reparti en déco. On a travaillé beaucoup plus les tentures, les tissus, les voilages. Aux costumes aussi, on est reparti sur... on a enrichi les costumes en termes de coiffe, de ceinture. On a pu vraiment pousser le détail beaucoup plus loin. Je me rappelle, il y avait les couvre-feux. Oui. Donc avant les couvre-feux, on était un peu tous éparpillés, un peu tous traumatisés par cette pandémie et tous envie de continuer à vivre et continuer à... Donc on se voyait avant les horaires et fallait l'arrivée, on réfléchissait. Moi je descendais à la Casbah chez Jean-Marc et on se parlait, on se disait tiens, il faudra rajouter ça, tu as vu les images, en fait c'est pas suffisant, va falloir enrichir et merci le Covid au final. Ça, ma mère me disait ça et moi j'étais tellement déprimée, je la regardais, je me suis dit mais tu comprends pas ce qui se passe, c'est dramatique ce qui nous arrive. Sur le coup, bien et non, elle avait raison. Finalement. Encore une fois, une femme qui avait raison. Les mamans. La maman avait raison, Zafira avait raison aussi, encore une fois. Alors, on parle. Un film, c'est une histoire, une idée, une image, mais aussi des comédiens et des acteurs et un casting. On a réussi à avoir quelques réactions de quelques comédiens qui étaient présents lors de l'avant-première à l'ouverture du panorama du cinéma du Maghreb et du Moyen-Orient. Et on vous propose d'écouter ces quelques extraits. On revient tout de suite après. Avant de lire le scénario, on m'a d'abord parlé de ce film. Damien et Adila m'avaient parlé du film et m'avaient parlé de mon personnage et que j'avais beaucoup aimé.
Et quand on avait commencé, juste pour l'anecdote, quand on avait commencé le tournage, c'était le début du Covid. Donc, on a dû arrêter le tournage au bout de 3 jours. Et ça a permis aussi aux co-réalisateurs et co-scénaristes, Damien et Adila, de revoir le scénario et de réécrire. Du coup, j'ai changé de rôle. On m'a changé. Enfin, au début, on m'avait proposé 2 rôles. Et j'avais choisi le premier qu'on m'avait proposé. Mais quand j'ai relu, j'ai dit... D'accord pour la Reine Shega. Et j'ai juste adoré. D'ailleurs, le dernier jour de mon tournage, j'avais du mal à quitter le plateau et à quitter ce personnage surtout. Voilà. Un soir, elle était dans sa cuisine en train d'écrire. Et elle me demande Leïla, s'il te plaît, tu peux m'aider j'ai besoin de prénoms de femmes. D'anciens prénoms de femmes. J'ai dit Yakout, moi j'aime bien. Et c'était pas du tout mon rôle, elle était juste en train d'écrire. Le rôle n'était pas destiné à moi. D'ailleurs, même quand on a passé le casting, j'ai eu un autre rôle. Et à la fin, Yakout est revenu pour moi. Et ça m'a fait tellement plaisir. Pour ma part, quand on m'a proposé le scénario, quand j'ai lu la première version, j'ai dit à Damien, c'est quoi cette écriture contemporaine? On n'a pas l'habitude de voir ça sur des films historiques, médiévaux de ce genre. En plus, c'est l'un des premiers films algériens qui parle de cette époque-là. Et puis, quand il m'a proposé le personnage, j'ai tellement kiffé, j'ai tellement aimé ce personnage. D'ailleurs, c'est un personnage assez fort et assez méchant. Et du coup, j'ai beaucoup aimé d'être le méchant dans ce film. J'ai beaucoup aimé d'être le méchant. Si je ne le connaissais pas, je dirais oui, il aime bien être méchant, mais ce n'est pas du tout le cas. Oui. Alors, on a écouté un petit peu quelques petites anecdotes autour des castings, hein, notamment avec Emmanuel qui disait qu'elle avait choisi un rôle, et puis à la relecture, elle se dit non, mais finalement, je prends l'autre rôle. Et on a encore tout plein. Hein. Comment s'est fait ce casting-là pour ce film-là? Est-ce que déjà, vous vous êtes entendu en regardant une liste de noms? Est-ce que c'est toi qui as proposé, toi qui as validé? Comment s'est fait le casting? Vraiment, c'est pas simple de faire un casting parce qu'il y a encore, et je veux le dire, il y a encore beaucoup d'acteurs et d'actrices algériens qu'on aurait tellement voulu avoir parce qu'on les aime, parce qu'ils sont super. Mais voilà, on n'a pas pu distribuer tout le monde. Et c'est très dur de faire un casting. Et dans ce casting-là, c'est quand même beaucoup mes amis. Et on a été très dur avec nos amis, peut-être même plus dur parce que, non, mais c'est vrai, parce qu'il y a quand même... Donc on a ouvert le casting au maximum, on a appelé, on a essayé de penser au maximum de gens. Et nos amis ont eu quand même des castings assez durs. Et il y a eu aussi des gens qu'on ne connaissait pas, qu'on a découverts. Il y a eu aussi Fouad Trifi qui nous a beaucoup aidé, l'agence Rougeau. Du coup, qui nous a donné des éclairages parce que nous, des fois, on est comme ça. Et puis lui, il arrive et il fouette un peu tout ça. Et on se dit, ouais, et Rougeau a été très pertinent sur certains choix. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Rougeau, c'est, pour ne pas me tromper, je crois que c'est la seule agence de casting. Vraiment. C'est l'agence d'acteurs, oui. C'est la seule agence existante en Algérie. Il faut faire un travail extraordinaire. Extraordinaire. À essayer avec de Sarah, les énergies, à les mettre en avant. Et puis il sillonne le pays, donc il découvre des talents un peu dans toutes les wilayas, quoi. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu que des Algériens sur le casting aussi. Hein. Il y a ça aussi. Algériens ou algérois? Pas qu'algériens et pas qu'algérois. Oui, il y a de tout. Parce que c'est qu'il y a des gens d'Alger, de Chlef, de Tlemcen, de Tamanrasset, de Betna, de Annaba. Il y a des Sétifiens. Donc on a vraiment un joli panel. Et après, à l'international, c'était important pour nous d'amener, je pense, un peu du sang, entre guillemets, étranger pour mettre un petit peu dans cette bande des corsaires qui venait un peu de partout dans le monde. Donc bon, Dali Ben Salah, il est algérien aussi, mais c'est pas pareil. Mais il y a Nadia Tereskiewicz qui va jouer le personnage de la Scandinave, qui elle est franco-finnoise ou polonaise et finnoise. Il y avait le grand frère d'Arouj qui joue Isaac, qui est lui corse. Donc il y avait ce côté comme ça un peu melting pot d'origine. Et aussi de différence même dans le jeu. Les comédiens algériens, il y a une grosse tradition du théâtre.
On a des acteurs formidables et notamment qu'on voit bien leur talent se déployer dans la scène du Conseil. Mais quand il joue face à Dali, lui, il arrive avec un autre style de jeu que je qualifierais peut-être plus d'acteur studio. C'est un autre style de jeu, c'est des niveaux très bons des deux côtés, mais c'est très joli, je trouve, de voir un peu ce clash de jeu et de voir finalement comment ça se marie, comment c'est possible. Le fait d'avoir pensé à un casting international, c'est aussi pour se remettre dans ce contexte de l'Alger de l'époque, de la Méditerranée de l'époque, où on dit que tout bon marin pouvait au moins parler 5 langues au minimum. Exactement, s'il n'avait pas au moins 2 femmes dans 2 ports différents, c'était pas un vrai marin. On tenait à ce que les gens aient un accent quand ils parlent algérien. Par exemple, Nadia, quand elle parle en arabe, elle a un accent, et il faut. On aurait pu... voilà, Harrouj, donc Dali, il est franco-algérien, il a un petit accent et c'était très bien parce que même pour lui, dans son parcours personnel, c'est un peu comme Harrouj, il vient un peu reconquérir son pays et je trouve que c'était beau à voir. Et Dimitri, qui avait des notions en arabe, mais qui a travaillé le corse mélangé à de l'italien, à du maltais, voilà, il a travaillé une langue comme ça, c'était super, comme un sabir en fait. Et puis on a nos acteurs algériens qui ont travaillé des langues d'Europe de l'Est. Oui, d'Europe de l'Est, oui, du serbe. On a notamment Ahmed Zitouni, qui est le personnage de Bouchnak. Donc, avec quand même cette envie de toucher au cœur du public algérien. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait des échappées de langue étrangère, mais leur langue commune à tous, c'est quand même de parler l'algérien. Oui, c'est ça. Alors, ça c'est aussi un point. J'ai envie de dire, c'est un acteur à part entière dans le film, le langage qui est utilisé dans ce film. Parce que ce n'est pas de l'arabe classique, qu'on s'entende bien. Ce n'est pas le dialectal de maintenant. Il y a vraiment un travail de recherche autour de ce dialogue, des mots utilisés, des tournures de phrases, de la manière d'amener une phrase. Et il y a de la recherche aussi au point de vue étymologique, parce qu'il faut retrouver aussi certaines expressions, certains mots. Ça, c'est toi. C'est mon dada. C'est pas la première fois. C'est mon dada. C'est moi et Tarek. C'est notre dada. On l'a fait dans Warwar, dans la pièce de théâtre aussi, énormément. Beaucoup Tarek. Les enfants, moi, j'avais emmené mes enfants, ils étaient émerveillés devant la pièce. Et ma femme me disait, tiens, c'est la première fois que je regarde une pièce de théâtre dans une langue que je comprends. Ici, je dis, avant, c'était comme ça que se jouaient les pièces de théâtre. Absolument. C'était pas en arabe classique. Non, mais la question de la langue, pardon, je reviens, n'a épargné personne parce que même Imen, qui est arabophone, a dû parler en kabyle. Donc, elle a eu son coach qui est venu de Bjaya pour la coacher. Et même avec lui, on a fait un travail sur le berbère, c'est-à-dire, parce que moi, en plus, je ne connais pas, je ne sais pas parler, hélas. Et donc, je lui disais, mais ça, comment, est-ce que c'est ancien? D'où tu ramènes ce mot? Donc, j'essaie de comprendre aussi une langue que je ne connais pas, même si je l'entends beaucoup, parce que je suis algéroise et que, en tant qu'algéroise, mon entourage est aussi beaucoup kabyle. Et donc, ça a été aussi essayer de... Et Imen a travaillé à fond. Et je trouve ça super. Qu'elle fasse ça, voilà. Donc personne n'a été à l'aise, à part, j'avoue, moi c'était assez simple, j'ai pas eu à parler trop de langues, mais personne n'a été. Pour la langue, pour l'algérien, moi c'est mon combat depuis toujours, vraiment depuis toujours. C'est trop important, c'est trop important. C'est comme ça qu'on articule notre pensée, c'est comme ça qu'on articule notre corps, c'est comme ça qu'on articule nos émotions, et on peut pas avoir une langue éloignée de nous. Et donc, souvent, on dit « Ah, mais l'algérien, c'est de l'arabe un peu vulgaire. » Non, l'algérien, il est savant aussi. Et ça a été aussi le combat de la première troupe de théâtre indigène. Ça a été vraiment leur combat. Et c'est comme ça que dans les années 20, le metteur en scène de Bachtarzi, de Rsenteni, qui est Allalo, a travaillé cette langue. Et c'était très important. Et c'est ça qui a ramené les Algériens au théâtre, qui leur a fait aimer le théâtre et qui a participé à une révolution culturelle de ceux qu'on appelait les indigènes. C'est aussi comme ça qu'ils ont existé et on doit encore se battre pour ça. Il y a un énorme travail, on doit l'assumer et on doit pouvoir même l'enrichir parce qu'une langue, elle bouge et c'est à nous de le faire. Et je dis toujours aux comédiens, parce qu'à chaque fois, ils me disent « Ah, Ijaya Samta » parce que pour tout, pour les trucs télé, pour les trucs cinéma, pour le théâtre, je suis tout le temps là.
Et je leur dis, mais les amis, c'est nous, parce que c'est vrai qu'on est des artistes, mais qu'on le veuille ou non, on fabrique des objets culturels. Alors, Adila, oui, je comprends, hein, c'est beaucoup de boulot, notamment sur cet aspect de la langue, quand tu viens de si bien le dire. Moi, je نشهد لك قدام الناس وربي وعبادو باللي tu as toujours fait un effort monstrueux dans le cadre de la promotion de la darija et du langage algérien. Par contre, ça devait être un peu plus difficile pour toi, Damien, en tant que réalisateur, de pouvoir suivre un petit peu les dialogues. Je sais qu'à l'oreille, tu as une sorte de musicalité du film que tu essayes de rattraper, mais il y a des détails, parfois c'est la prononciation. Comment tu arrivais? C'était elle qui était derrière c'est pas comme ça qu'on dit. Non, mais oui, effectivement, je fonctionne par la musique. Après, je suis très familier à la langue. Ma grand-mère, ma famille côté algérien, même en France, j'ai toujours entendu parler algérien. Donc c'est quand même une musique qui m'est familière. Après, je la maîtrise pas très bien, mais pour le film, les textes sont, on va dire, écrits, figés. Ce que je peux pas faire sur le plateau, c'est dire on va changer ce mot par celui-là. Ça, c'est vraiment, je le laisse à Adila et Tarek. Et sur place, j'ai une script et j'ai aussi mon ingé son, Amine Tegar, qui veille, qui entend tout. Oui. Et donc qui veille et qui me lève le pouce. Lui aussi participer à la validation. Ouais. C'est vraiment lui mon allié. Après, les comédiens, je laisse dans le jeu et lui me dit c'est bon, là, tout est dit. Ou là, attention, il y a chevauchement de tel mot. Si tu peux me refaire une prise, ça serait bien. Mais là où tu interviens le plus, c'est sur le jeu et les émotions. C'est pas tant. Oui, c'est le jeu, les émotions et la justesse des corps. Le gros langage, il est là. Et je suis très dur aussi quand j'entends des mots dans d'autres langues qui ne sont pas de l'algérien, notamment quand il y a des mots en français qui se glissent. Parce que c'est important pour, même si ce n'est pas ma langue maternelle, c'est important pour moi que là, on raconte une histoire algérienne et qu'on travaille cette langue et que tous les Algériens de tout le territoire puissent comprendre le film. Et surtout, ne pas rajouter des adverbes dans d'autres langues, alors qu'en fait, il y a des mots en arabe qui sont magnifiques pour exprimer et qui ont beaucoup plus de richesse. Et aussi pour rester dans la justesse un petit peu de la période historique. Oui, là en l'occurrence, oui, évidemment. Ouais. Mais même pour le contemporain, on est comme ça aussi. Sur le précédent film, c'était la même chose. Oui. Alors, un film, c'est fait pour être projeté, pour être regardé pas par nous, hein, puisque nous, on apprécie, c'est clair, on aime bien ce domaine, mais par le grand public, parce que c'est lui, finalement, qui décide si c'est bon ou pas, même si parfois il se trompe, comme disait Aznavour, mais bon. Mais on en fait partie. Nous aussi, on fait partie du public, aussi, on se trompe. Alors, lors de cette projection, alors je rappelle, c'est le 10 mars dernier, à l'ouverture du panorama du cinéma du Maghreb et du Moyen-Orient, donc La Dernière Reine était le film d'ouverture du panorama, du festival, et qui a été projeté en avant-première, puis encore une autre avant-première à Lima. Ça nous a donné l'occasion d'aller croiser un petit peu le micro et pas le faire avec quelques personnes qui sont venues voir le film, histoire d'avoir un petit peu leur réaction. Quelques extraits que je vous propose d'écouter de suite. Je suis née ici, donc l'histoire je ne la connais pas du tout, pas beaucoup sur l'Algérie, mais bon, je sais qu'il y a eu les Ottomans en 1500, mais pour la reine, je n'étais pas du tout au courant, donc je suis un petit peu... Et c'est ça qui me... C'est pour ça que je viens voir le film. Je ne savais pas qu'il y avait une reine au temps des Ottomans. On parle du Bey, de Barberousse, tout ça. Heureusement qu'il y a d'autres moyens de raconter le passé et de parler aux gens de ce qui compte, des interprétations diverses. Donc d'avoir des approches différentes, je trouve bien. Je vois que beaucoup de réalisateurs et d'autres artistes, ils veulent quand même s'ancrer dans un repère historien, disons, parce que ça leur sert. Et ça donne, soit pas que du piment, mais aussi des ancrages qui peuvent basculer l'histoire vers quelque chose un peu étrange, aussi qui est vrai. Donc ça donne une ampleur aux propos, donc de profiter de ça. Mais j'espère que les artistes ne soient pas forcés de simplement rester sur une ligne dans les modes actuels de la science ou de l'histoire. Donc c'est très bien. Eh ben, je vous félicite. Nous vous félicitons. J'ai jamais vu, en tant qu'historien, j'ai jamais vu un film qui retrace presque tous les éléments chronologiques et stratégiques
de cette époque-là, de 1513, 14, 15. Grâce à ce que vous faites, ça veut dire changer un petit peu, ouvrir le champ. Je pense que vous allez avoir peut-être d'autres occasions de nous faire d'autres films qui nous font rêver, qui nous font passer de vrais moments de cinéma sans être attachés à des situations, des conjonctures. Merci beaucoup. Merci madame. Je vais répondre sur les Donc la dernière qu'on avait écoutée, c'était Amel Wahbi, qu'on salue, oui. Qui était très émue de voir le film, elle était très contente apparemment. Ah oui, vous devriez la prendre comme publiciste pour votre film. Moi j'étais très émue de la voir, parce que c'est quand même une grande star. Enfin voilà, c'est quand même Amel Wahbi, hein, c'est pas rien. Et donc j'étais très émue de la voir arriver en salle, j'ai eu le trac, je me suis dit j'espère qu'elle va aimer. Elle a aimé, elle a dit que c'est un film qui va ouvrir les champs des perspectives au cinéma algérien en général, ce qui, soit dit en passant, dit par une personnalité comme Amel Wahbi, qui est quand même une star internationale, algérienne d'origine, mais internationale. Il dit ça, je pense que c'est un peu flatteur quand même, ça fait du bien. Ça merci à elle, oui. Merci, oui. Mais concrètement, quand vous avez un petit peu présenté votre film, bon, il était à la Mostra de Venise, c'est ça, il est passé aussi au festival Red Sea en Arabie Saoudite ou en Jordanie, Arabie Saoudite, oui. C'est ça, hein, Red Sea, il a eu un prix d'ailleurs, au festival. On a pris de la meilleure actrice. Merci, c'est le mec. Mais il a aussi été projeté dans des festivals, entre guillemets, un peu moins connus, un peu moins prestigieux. C'est un petit peu l'occasion d'aller voir le vrai public lors de ce type d'événement. Comment ça s'est fait sur les festivals, les petits festivals, pas les grands, là où vraiment on est au contact du public? Ça s'est fait comment? Quel est le souvenir qui vous marque le plus de ces petits festivals? Il y a quand même des grands comme en Allemagne, à Hambourg, où il est passé en Grèce, à Thessalonique. Oui. C'est des grands festivals, mais là, l'intérêt, c'est que il y a très peu d'Algériens qui voient le film, et du coup, là, on a un regard vraiment étranger sur le film. Et du coup, on va parler que de cinéma. Et du coup, on est jugé sur le film, et c'est aussi très enrichissant d'échanger là-dessus. Il y a eu Chambéry, qui est un festival, qui est un festival africain, un festival de la région. Et on a eu, déjà, on a eu une salle où il y a eu beaucoup de monde. Il faut dire que quand même, à Paris, on a toujours joué à guichet fermé. On a dû même au Luxor changer de salle, quitter la petite salle pour aller. Et ça, c'est vraiment, c'est incroyable. Vraiment, on est très heureux. Et à Chambéry, il y a eu plein de monde et beaucoup de gens disaient, on a vu la bande-annonce, on est venu. Voilà, c'était un truc de cinéma. Alors, la différence, il n'y avait pas beaucoup d'Algériens. Je te coupe, excuse-moi. La différence, c'est que par exemple, si c'est projeté à Paris, en avant-première ou en marge d'un festival, il y a toujours la communauté qui va être là. Alors qu'à Chambéry, c'est les Savoyards qui étaient là. Et c'est vrai, c'était les Savoyards qui étaient là. Et on en était très honorés. Et on a eu des retours sur le film incroyables. Et puis les gens nous ont dit, on n'a jamais vu ça. On ne savait pas, on n'a jamais vu Alger à cette époque, parce qu'à part les représentations de l'époque coloniale et un peu d'aujourd'hui, on n'a pas... Et c'est magnifique, c'est beau. Et puis après, c'était des discussions de cinéma et d'émotions. Et ça, c'est universel. Chambéry, ça a été vraiment super pour ça. Ouais, vraiment. On avait montré aussi à Cinémed à Montpellier, qui est un gros festival, mais pareil, qui a... C'est très mélangé. En termes de public, c'est très varié en âge, en origine. Après, il faut quand même... En France, l'Algérie est un mythe. Il y a beaucoup de gens d'ici ont une histoire commune ou voisine ou touchée par l'Algérie. Donc il y a je pense qu'il y a cette curiosité. Qu'est-ce que c'est que l'Algérie au XVIe siècle? Notamment quand on a, de la part de certains chroniqueurs, voire candidats à la présidentielle, du négationnisme, en disant qu'avant le colonialisme, en Algérie, il n'y avait rien. Donc moi, personnellement, à faire le choix de ce film, il est aussi là-dedans sur... me battre contre je vais dire, ces ennemis de l'intelligence qui essayent d'effacer l'histoire d'un peuple et d'une nation et de dire, non, il y avait quelque chose, ok, ça va être du cinéma, de la fiction, mais on va faire ça sérieusement et montrer qu'il y avait une histoire et une culture. Justement, le fait d'aborder un sujet qui, on va dire, c'est probablement une première, d'aborder... cette Algérie-là, cette Algérie du XVIe siècle, dans
dans un film de ce type-là, un film historique, un roman historique, entre guillemets, avec les costumes. On sort un peu du cadre habituel de ce qu'on peut voir sur le cinéma algérien, qui est soit contemporain et qui traite de sujets de société ou de sujets qui, dans l'histoire, ne vont pas très loin, c'est-à-dire on va remonter à une quinzaine d'années, vingtaine d'années, ou alors on est dans le film historique de la lutte anticoloniale et des personnages glorieux de cette lutte. Mais je crois que je suis certain que c'est la première fois que ce type de film est produit et sort au public. Est-ce que ça a été facile de convaincre les partenaires étrangers, internationaux, notamment pour la diffusion, la production? Vous avez pris à bras-le-corps la production sur votre propre énergie. Vous avez eu quand même un fonds de l'Arabie Saoudite et je crois Taïwan. Oui, tout ça, c'est arrivé vraiment à la toute fin, mais le début était très solitaire. On a eu au départ une petite aide de l'Algérie, du ministère, et on avait fait appel pour dire mais vraiment on est sérieux, on veut faire un film d'époque. Et je pense que voilà, on était de jeunes cinéastes et c'est difficile de faire confiance, c'est normal. Après, on avait été un peu aidés, on a fait appel en expliquant, c'était très compliqué. Mais alors après, c'est vrai qu'on a eu l'atelier de la Ciné-Fondation à Cannes, parce que l'atelier de la Ciné-Fondation de Cannes y avait cru. On avait eu le Cinémed, on avait gagné, on avait pitché notre projet, et c'était là que ça avait démarré. On s'est dit, bah, y a des gens qui y croient. Donc on avait démarré comme ça, et puis très vite, on a été heurté à... Comment vous dire? Pourquoi Alger au XVIe siècle? Pourquoi cette espèce de tragédie shakespearienne? En quoi ça intéresse? On a même eu des choses un peu violentes et choquantes sur lesquelles moi je ne me suis pas exprimée, mais que je voulais vraiment en parler, et j'en parlerai un jour. C'est-à-dire des commissions importantes au premier tour quand on est arrivé, alors que le scénario existait et pas les images, on nous disait c'est d'un orientalisme kitsch, alors qu'il n'y a pas d'image en fait. Et là, je suis très sérieusement en train de raconter une histoire qui me concerne. Je ne vois pas ce que vient faire l'orientalisme et le kitsch, mais on a tellement pris le pouvoir sur notre histoire. Ils ont raconté notre histoire depuis longtemps. Ils continuent à se permettre. Et que nous, on a très peu raconté nos histoires. Elle parle de financements plutôt européens. De financement européen, je parle de financement européen, où on nous disait ah, non, mais ça c'est de l'orientalisme, ça c'est comme ça, mais non, mais ça c'est trop. Mais comment? Est-ce que tu as déjà eu une proposition comme ça? Après, on a eu même des financements, c'était plus compliqué. On nous a dit c'est exceptionnel, on n'a jamais vu ça venu d'Afrique, mais non, on ne va pas se lancer. On dit mais comment ça, vous avez pas... Vous dites que c'est super. La peur de l'inconnu. C'est la peur de l'inconnu. Donc, il a fallu faire ses preuves constamment. Et ensuite, il a fallu dire à l'Algérie, non, mais concentrez-vous avec nous. Là, vraiment, il faut que l'Algérie soutienne ce film. Et on a fait appel au FDATIC et on a... Pendant la période du Covid, on a essayé de les reconvaincre encore. Ce fonds a disparu. On est en train d'essayer maintenant, au niveau de la culture en Algérie, de l'institution du ministère de la Culture, de remettre un fonds. Mais attention, il faut un fonds pour le cinéma, il faut un fonds pour la culture, c'est une priorité nationale. Parce que vraiment sur le terrain, il va falloir nous écouter, parce que c'est nous qui sommes sur le terrain en train de nous battre, c'est les autres qui vont raconter nos histoires. On bat quand il y a un documentaire fait par un autre pays, tout le monde hurle, il y a des incidents diplomatiques, toute l'Algérie se met dans tous ces états. Mais donnez-nous les moyens de faire. Ah, c'est une priorité, c'est la culture, c'est pour nos enfants, c'est pour notre identité, c'est pour notre bonne santé. Il y a la culture, il y a l'agriculture. Il faut donner à manger à tous les niveaux aux gens. Et c'est les fondements d'une nation. Donc heureusement, l'Algérie a suivi. Ça n'a pas été simple, hein, parce qu'on ne va pas dire non plus, ça n'a pas été simple, mais on s'est battu pour dire à toutes les autorités qu'il faut aider, que ça c'est le patrimoine algérien. C'est le patrimoine algérien. C'est comme ça qu'on a réussi à faire le film et à être aussi indépendant, parce que la production algérienne est devenue majoritaire. Nous, on a fait notre travail de producteur, de société de production. On a levé des fonds un peu partout, hein, pas qu'au niveau du ministère de la Culture. L'argent vient aussi de nous, en tant que producteurs algériens. Et c'est comme ça qu'on a gagné notre indépendance. C'est-à-dire que
les coproducteurs ou les ailleurs, on peut pas nous dire ah non là maintenant il va falloir mettre une actrice ou un acteur plus connu français ou américain parce que bon, on a pu imposer nos acteurs, on a pu imposer notre façon de raconter et à partir de là on a fait poids. Lieu de tournage. Et ça s'appelle l'indépendance. En cela c'est urgent important de continuer à financer le cinéma, le théâtre en Algérie. Pour être libre et indépendant, il faut qu'on ait notre propre source de financement qui vienne de notre propre pays. Parce que sinon, ça va donner des films algériens qui sont interprétés par des comédiens imposés par d'autres pays et parfois des lieux de tournage. Des interventions sur le scénario. Interventions sur le scénario et exigences de tournage dans des pays voisins, Tunisie, Maroc, parce qu'il y a des studios de cinéma et parce que ça semble plus simple pour des productions européennes. Donc c'est important qu'on puisse produire nous-mêmes en Algérie, que nos autorités soient derrière nous. Ce n'est pas de l'assistanat ou quoi que ce soit, c'est vraiment ça qui va garantir qu'on raconte nous-mêmes nos histoires. Qui va garantir notre indépendance. Et puis un film, oui, comme elle disait, c'est la culture, mais on n'a qu'à voir la carrière énorme, monumentale de Merzak Alouache, plus de 30 ans de carrière ou 40, ou plutôt plus de 40 ans de carrière et plus de 30 films. Mais les films de Merzak, si on les revoit tous, c'est une histoire de l'Algérie. Ça va nous renseigner sur plein d'époques différentes du pays, de comment on parlait, comment on bougeait, comment était l'environnement. Et à un moment, ces films qui étaient des fictions deviennent quelque part des archives aussi. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est ce qu'on va laisser. Et c'est vrai que nous, on a quand même une peine, une tristesse qu'on porte, c'est-à-dire qu'on se bat des années pour faire un film et on sait qu'on n'a pas beaucoup de salles en Algérie, ou très peu. Et qu'au présent, on est coupé de notre public naturel. Mais quelque part, on le fait parce qu'on espère que peut-être dans 10 ans, chaque grande ville aura à nouveau son cinéma et que les gens verront nos films. Moi, je n'attendrai pas 10 ans. Hein. Là, il y a quelques lenteurs administratives auxquelles on est tous confrontés dans tous les domaines. Donc, on attend de sortir le film en Algérie. Je ne parle pas de ce film. Non, je ne parle pas de sortir le film en 10 ans. Je parle sur la longueur, la durée. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que même si on sort demain en Algérie, on n'a pas, dans ma ville d'origine, à Annaba, il n'y a pas de cinéma. Ça m'embête. Je suis en train de réfléchir à monter des écrans gonflables pour que les Annabis voient les films. Il n'y a pas de cinéma à Sétif, il n'y a pas de cinéma à Blida, Tlemcen non plus. En fait, un peu partout, il n'y a pas de cinéma. Et alors qu'on sait que les Algériens sont friands. Notre film précédent, quand je l'ai mis sur YouTube, en 1 an et demi, sans publicité, a fait 2 millions de vues. Les gens dans la rue nous arrêtent parce qu'ils ont vu le film sur YouTube. Il faut qu'on ait des salles de cinéma en Algérie. C'est la première chose. La priorité pour moi, en tout cas. Alors, déjà, on a une information qui rassure. Le film sortira en Algérie. Donc, Inch'Allah. En tout cas, administrativement, tout est en train d'être fait pour que ça se fasse. Donc, Inch'Allah, ça va se faire. La sortie en France, c'est pour le 19 avril. 19 avril, ce sera la fin de Ramadan. Et allez-y. Allez-y, Jouzou Louak. Aïdou cinéma. C'est important qu'un film algérien fasse des entrées en salle en France parce que la France et Paris, c'est la capitale du cinéma. C'est le pays où il y a le plus de films du monde entier qui sortent. Et donc, c'est un enjeu important. Et donc, c'est encore une fois, si on a envie que la culture algérienne continue à vivre, que des films continuent à se faire, c'est aussi, puis juste par curiosité, aller voir tous les films algériens qui sortent. Parce que comme ça, donnez-vous votre avis et dites j'aime pas, non, mais il faut... c'est rare qu'on arrive à sauver des œuvres, c'est rare qu'on arrive à faire des films, vraiment, ça devient un peu compliqué dans le monde entier et chez nous un petit peu plus. Donc vraiment, les Algériens, les Français d'origine algérienne et les autres qui sont un peu curieux de voir autre chose, un autre point de vue dans le monde, allez voir. Aller au cinéma, c'est important. Et c'est important aussi d'y aller la première semaine parce qu'il y a énormément de films et donc les films ne restent pas longtemps en salle s'il n'y a pas du public dès la première semaine. Alors, sortie en France le 19 avril, soyez nombreux à aller le voir. On ne va pas vous faire le coup à la Astérix, mais ça vaut vraiment le coup. Ça vaut le détour d'aller le voir. Ça permettra de soutenir aussi le film et l'équipe et de soutenir le cinéma algérien en général. Est-ce qu'il y a une sortie prévue, entre guillemets, une sortie internationale Alors, d'autres pays vont suivre. Il y a la Suisse. Film sortira en Suisse. Voilà, juste à peu près à la même période. Il y aura l'Espagne, l'Italie, la Russie. Je
crois qu'ils sont en discussion avec la Belgique actuellement. Donc progressivement. Et dans le monde arabe, on est en discussion avec le Liban, l'Arabie Saoudite, la Tunisie et l'Égypte. À Taïwan À Taïwan, oui, tout à fait. Puisqu'on a des partenaires taïwanais. Pardon, désolé, on a... Dans le générique, tu vois des trucs écrits comme ça que tu peux pas lire. C'est bien, c'est son parking, tanko. Mais oui. Mais surtout, super boulot, les Taïwanais sur les effets spéciaux et les bruitages. Puisqu'au final, nos costumes, par rapport aux films asiatiques, ils sont très forts en films de sabre, de combat. Du coup, moi, j'ai aimé travailler avec eux pour travailler ces bruitages et sur les effets spéciaux, parce qu'on avait beaucoup. Et ils ont de grosses compétences là-dessus. Effectivement. Bon, même si tenir debout sur un sabre porté par quelqu'un, ça relève de l'imaginaire, mais c'est bien fait. C'est dans le film, ça? Non, je me suis dit, attends, il y a un plan. Les effets spéciaux. Non, il y a le plan où il saute comme ça. Ah non, mais ça, par contre, ça, c'est du réel. C'est David Ben Salah en direct. C'est Dali coaché par incroyable. Samir Haddadi. Après, il y a tout il y a un processus. Vous avez revisionné Game of Thrones juste avant? Non, mais pas du tout. Mais c'est un tueur. Il a fait ça. Ils se sont mis à courir et ce saut incroyable qu'il a fait. L'imagerie de cette scène, en fait, elle a une source très concrète. C'est quand même une colonne gravée qu'on a vue en Italie quand on travaillait avec Leïla à Rome, où on a vu des masses d'hommes avec des boucliers qui s'affrontaient sur une colonne comme ça où c'était gravé dans du bronze. Et quand je suis passé devant, j'ai regardé avec Adila, on a regardé ça, on s'est dit ça, il faut qu'on recrée ça. Nous, on a juste rajouté un mec qui court sur les boucliers et qui saute. Après, on a juste pris Dali, sans effets spéciaux, combattant hors pair. Il était fan de Vikings, je suis sûr. Bien sûr qu'il avait vu, même nous, c'est un grand acteur. Il y a une scène comme ça où il monte, il saute par-dessus. Après, c'est mon kiff d'enfant aussi, des choses que je... Et un super combattant. Et là, on a Samir Haddadi, donc de Betna, qui a école cascade algérienne, qui vient avec ces mecs et qui coach aussi les comédiens, qui répètent. Alors, je salue cette école pour le travail qu'ils font, parce qu'il faut encore rappeler qu'il n'y a pas énormément de débouchés quand on est dans le domaine du cinéma en Algérie, malheureusement. Et pourtant, les talents sont là. Il y a des talents, il y a des compétences, elles sont là, elles ne demandent qu'à être exploitées. Et cette école, c'est quand même un joyau qu'on ait cette chance, parce que c'est-à-dire que même Dali, qui vient de James Bond, qui a bossé avec les Anglais et les Américains, il dit, mais Samir, c'est du très haut niveau et c'est incroyable. Et heureusement, là, il y a un peu plus, il y a les tournages pour Ramadan, il y a les séries. Samir est appelé à travailler, mais en dehors, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'ateliers pour les enfants, qui les coach. Il y a des cascadeuses femmes maintenant dans son école. Et il réunit des talents combattants de tout le pays. C'est-à-dire, il y avait Samir et son équipe de 8 cascadeurs qu'on mettait un moment en espagnol, un moment en algérois. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Ils sont morts 3000 fois dans le film. C'est vrai. Mais il y en a un d'Oran, un de Sétif, ils sont pareils. C'est tout le territoire. Et chacun, généralement, a une école dans sa ville. Donc, il y a un truc humain qui est aussi beau et de talent, quoi. C'est extraordinaire. En tout cas, une école de cascadeurs à Betna, chez les Chaouis, je sais que je vais me faire flinguer, mais il n'y aurait pas eu meilleur endroit. On sait que c'est quand même des têtes brûlées. C'est un peu vrai. En tous les cas, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Adila, Damien, c'était un plaisir de vous recevoir, de parler un petit peu de ce chef-d'œuvre, je l'espère, qu'il le deviendra. En tous les cas, j'y crois. Il a sa place. Il appartient au public. Il a une place pour devenir un chef-d'œuvre. Merci. C'est indéniable. Je suis certain que dans 10 ou 15 ans, ce film sera un référent. J'en suis persuadé. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai vu. Il m'a tout émoustillé, mais je ne suis pas un grand... un grand critique de cinéma. Ce n'est pas le cas, mais c'est franchement du sang neuf qu'on voit à l'écran, de la manière d'aborder les choses, l'histoire racontée, la manière de mettre en synergie tout ce qu'il y avait comme énergie sur ce plateau-là, les comédiens, les équipes techniques. Ça se ressent sur un film. Pour des gens qui viennent, je ne viens pas du cinéma, mais un petit peu l'audiovisuel, ça ressemble. Donc j'arrive, moi, personnellement, à capter quand il y a une énergie sur un plateau, j'arrive à voir ça à travers le résultat final. Ça paraît starbé, mais, bon, non, mais chacun sa folie dans la vie. Hein. Je prends mes médicaments, mais ça ne marche pas à tous les coups.
et je suis certain et persuadé que ce film sera une référence. Il sera une référence, j'en suis certain. Ça, c'est indéniable. Et je vous félicite pour le courage que vous avez eu à porter le projet jusqu'au bout, parce que ça n'a pas été facile. Je vous félicite aussi pour le courage que vous avez jusqu'à présent de continuer à pousser ce bébé, à le mettre en avant et à essayer de le faire tourner au maximum. Félicitations encore une fois. Merci. J'espère que le public sera au rendez-vous à partir du 19. La sortie officielle du film, c'est le 19 avril. Ne le ratez pas, il sera en salle. Allez le voir. N'hésitez pas à aller le revoir aussi, parce que au premier coup, il y a des choses qu'on ne voit pas et on gagnerait à aller le revoir pour pouvoir y faire un peu plus attention. Dernière question. Vous saviez avant que Alger était un modèle de cité politique façon Gênes, donc une cité indépendante républicaine. Ah, c'est ça, la République un peu, oui. Oui, c'est vrai. Et toi, Damien, tu savais avant de faire le film que... Ah non, moi je ne connaissais rien. Non, sur la régence d'Alger. Non, avant la régence d'Alger. La République d'Alger. La République d'Alger. On le dit dans le film. Ismouna la République. C'est aussi ça. On le dit dans le film. Et oui, il y a toute cette façon de mettre en scène les discussions politiques qui est propre à nous aussi, un peu en cercle, côte à côte. On n'est pas pyramidal comme en Europe. Et ça aussi, c'était une mise en scène très algérienne de la Républica. Non seulement il y avait ça, mais aussi il y avait cet aspect-là où on avait le conseil de la ville dans lequel étaient représentés les hauts dignitaires, les nobles, et puis les représentants des tribus alentours, notamment la deuxième épouse du roi, Chigga. Première épouse, première épouse, Chigga, première épouse du roi, qui, elle, fait partie de d'une tribu de Mitidja très puissante, du coup, alliée d'Alger. On comprend un petit peu, on devine comment la vie fonctionnait à cette époque-là. Et puis la scène, quand la reine est sortie dans son palanquin et que le peuple est sorti lui dire « Ana ma'ak ». C'est beau. est vraiment sentimental. On arrête. En tous les cas, le film, à partir du 19 avril, il sera en salle ici en France. Et puis il sortira aussi un peu partout, comme vient de nous l'expliquer, dans les pays limitrophes, la Belgique, la Suisse, peut-être Montréal, qui sait. On aimerait bien un message à Montréal, si tu veux le repasser. On n'a pas été contacté. Alors, contactez-les si vous voulez voir le film à Montréal. Une communauté, envoyez communauté et on transfère après dans le Concorde. Combien? Dis-moi, combien? Je paye. Attention, je paye. Merci encore une fois, c'était génial. Merci. Au plaisir de vous retrouver pour d'autres occasions. Merci beaucoup. Et puis, Thomas, encore une fois, à partir du 19, La Dernière Reine, El Akhira, en salle, le film de Damien Honoré et de Adila Bendimelad. Un spectacle pour les yeux, pour le cœur, pour les émotions, une bouffée d'oxygène et franchement, un plaisir à voir et à revoir. À très bientôt, Inch'Allah, sur Dima Ma'akoum, sur Dima TV. Partagez, ou ديروا الجرس, قولوا رانا هنايا وطلقوا لنا كومنتير. تهلا في رواحكم.